Allez, on est parti pour cette conférence sur la préparation mentale et le trail running. Avant tout, sachez que c'est un réel plaisir pour moi de vous animer ma passion et essayer de vous apporter un maximum de valeur ajoutée. C'est challengeant parce que c'est une première, mais je suis énergisé à l'idée d'être devant vous et, euh, et de vous transmettre justement cette passion sur la préparation mentale. Alors, l'intention de cette conférence, ça va être de poser justement cette question, comment analyser et comprendre ses pensées et émotions pour atteindre le bien-être au service de la performance sportive. Avant de vous détailler ce que c'est la préparation mentale, j'aimerais vous développer la pyramide de l'athlète. Donc, il faut savoir, il faut s'imaginer plusieurs paliers et les fondations, c'est par exemple les marqueurs physiologiques. Donc, pour être complet et pour être performant, l'athlète doit se focaliser avant tout sur ses marqueurs physiologiques. Donc, concrètement, c'est la qualité et la quantité de son sommeil, c'est la bonne alimentation, son hygiène de vie, c'est son comportement et ses habitudes. Au-dessus de ces fondations-là, sur la pyramide de l'athlète, on a son entraînement physique, ses capacités techniques, tactiques, stratégiques qu'il va mettre en place. Et seulement au-dessus, on a la préparation mentale. Donc, par là, l'image de la pyramide de l'athlète, c'est de vous montrer que en aucun cas, la préparation mentale est un substitut aux autres, à la préparation physique ou même à son alimentation et à son sommeil. C'est-à-dire que je prends l'exemple d'un sportif qui a passé une semaine avec un mauvais sommeil, qui est stressé, qui a l'anxiété précompétitive et la veille qui me contacte et qui me dit donne-moi des exercices de préparation mentale pour être au top demain. Bah ça marche pas comme ça. C'est pas de la magie, la préparation mentale. J'ai l'habitude de dire que c'est le petit détail qui change tout. C'est la petite cerise sur le gâteau, mais c'est tout un accompagnement, c'est tout des entretiens et un entraînement régulier et fréquent. C'est au même titre que la préparation physique. Donc ça se travaille en amont et ça se répète. Donc voilà par rapport à la pyramide de l'athlète. D'abord, se focaliser sur les fondamentaux pour ensuite justement aller travailler. C'est pour ça que j'aime bien accompagner des sportifs qui sont exigeants envers eux-mêmes, qui ont déjà tout optimisé et qui veulent atteindre le sommet parce qu'on sait que la préparation mentale ou le mental pendant la compétition peut faire toute la différence. Donc là, moi, mon rôle, c'est ma mission, je la considère comme un explorateur du potentiel humain. C'est euh, le fait de décoder les pensées, nos qu'est-ce qu'on pense, comment agir dessus pour euh, transformer nos actions et nos comportements, parce qu'on sait que c'est les pensées qui nous font et que c'est tout un cercle en fait. C'est-à-dire que si on agit sur nos pensées, par exemple, si on a des pensées négatives, ça aura des conséquences sur nos réactions physiologiques et sur nos comportements. Et à l'inverse, si on agit directement sur les pensées, qu'on les retravaille pour que on switch notre perception des choses de manière positive, et ben on sait qu'on pourra avoir des actions positives et donc du coup atteindre par conséquence la performance. Donc ça, c'est vraiment ma mission, c'est d'équilibrer les perceptions des personnes qui viennent me voir pour déjà atteindre le bien-être de manière générale et au service de la performance. Donc en termes de formation, donc là j'ai suivi la formation mentale formation de Eric Poussard et Thomas Samut. Donc Thomas Samut, c'est le préparateur mental d'un certain Léon Marchand. Et là, je suis aussi en parallèle l'école de coaching pour compléter mon offre de service et vraiment alimenter vraiment un service sur mesure et complet par rapport aux sportifs que j'accompagne. Donc c'est l'école de David Laroche, je ne sais pas si vous connaissez, mais ça permet d'avoir un coaching en profondeur et pas un coaching de surface avec des questions ouvertes et percutantes pour aller vraiment chercher le domino stratégique, le besoin réel de l'athlète pour ensuite travailler vraiment sur ce qui est important pour lui, mettre de la clarté dessus
élever son niveau de conscience et apporter de nouvelles pistes de réponse et encoder le changement pour une transformation durable. Donc là, l'objectif pour moi, c'est vraiment d'essayer d'apporter de la clarté sur cet alignement tête, cœur, corps. C'est ça que j'aime bien définir dans la préparation mentale. C'est avoir cette zénitude, cette plénitude, ce côté d'être aligné. Et là, je vous ai mis l'image de Courtney parce que pour moi, elle l'incarne le plus dans le trail. C'est cette joie de vivre, c'est ces émotions, ces actions qui sont, on a l'impression que c'est facile, que c'est fluide. Et ben parce que elle incarne cet alignement entre ses pensées, son cœur sur le plan émotionnel et son corps en écoutant vraiment justement ses sensations. Et c'est ça que j'aimerais amener à travers la préparation mentale, à travers cette intervention pour, euh, euh, pour se sentir plus aligné. Parce que qui n'a jamais ressenti cette sensation désagréable de faire quelque chose, mais on a cette intuition que c'est pas forcément bon pour notre corps, mais qu'on y va quand même. Par exemple, le surentraînement où on se dit il faut, je dois absolument m'entraîner parce que j'ai été blessé la veille, enfin là toute la semaine dernière et que je ressens que là je vois les autres sur Strava, tout ce qu'ils font et j'ai du retard. Et donc du coup, il faut, je dois m'entraîner plus pour rattraper, mais la tête n'y est pas, le cœur n'y est pas. Et ben ça, cette sensation de désalignement, on va le travailler en préparation mentale pour, au lieu d'axer sur le contrôle, il faut, je dois, travailler vraiment sur l'acceptation de soi. Écouter vraiment ce murmure intérieur plutôt que le brouhaha extérieur. Et ça, le travail de la préparation mentale permet d'amener cette sérénité, ce calme intérieur que, selon moi, incarne très brillamment Courtney. Donc maintenant, l'idée de dire ça, c'est beau, c'est des belles phrases, ça fait rêver, mais c'est de se dire comment atteindre cette zone qu'on appelle la zone de fluidité, la zone de flow. Qui a déjà entendu parler de cette zone de flow? L'état de grâce. Eh bien, euh, l'idée, c'est effectivement, par rapport au profil d'action, il y a plusieurs zones. Il y a la zone souvent de surpression, la zone de panique, où en fait, on est submergé par le stress, par l'anxiété, et on est contre-productif et contre-performant. Et donc, c'est cette zone-là qu'on veut à tout prix éviter. À l'extrême opposé, on a aussi la zone de sous-pression. Donc ça, c'est la zone de désengagement, de démotivation. On est dans une routine et on va pas vers l'avant. Et entre ces deux zones, il y a cette zone effectivement de bien-être, celle où on se sent bien dans son corps, on se sent aligné, il y a vraiment cette notion d'écoute de soi par rapport à ses valeurs profondes. Donc ça demande tout un travail introspectif sur se connaître soi pour mieux se révéler. Et une fois qu'on a ces fondamentaux sur cette zone de bien-être, et maintenant ensuite capitaliser sur ses forces pour atteindre cette fameuse zone de performance en se challengeant et sortant de sa zone de confort pour atteindre des sommets et atteindre cette fameuse zone de flow, comme on entend les sportifs lors des interviews après leur victoire, cette sensation de légèreté, que tout semblait facile, un moment suspendu, le temps s'était arrêté. Et donc, ça, effectivement, ça nous est peut-être déjà tous arrivé, mais c'est s'attarder sur comment le réactiver plus facilement dans les préparations mentales. Donc voilà, maintenant c'est de se dire, dans le trail, comment atteindre cette zone de fluidité et renforcer sa confiance en soi pour performer pleinement. C'est intéressant. Et bien là, je vais vous présenter le concept justement de modèle de performance mentale qui a été développé par la méthode Target. Il faut s'imaginer justement là sous forme de robot, là, tous ces modèles de performance mentale, à l'équilibre et optimisé, ça fait la confiance en soi de l'athlète. Donc, quand
un sportif est au top de sa forme, donc la performance physique associée à la performance mentale, et dans cette zone de fluidité, bien-être et de performance, eh bien, tout est à l'équilibre et tout est optimisé. Et donc, ça fait cette confiance-là. En revanche, vous voyez venir, tous ces domaines-là sont interdépendants. C'est-à-dire que s'il y en a un qui a une baisse significative, eh bien, c'est tout le modèle qui s'effondre. Et c'est toute la confiance de l'athlète qui fluctue. Et donc, là, l'objectif pour le préparateur mental et le coach mental, ça va être d'axer sur les besoins de l'athlète par rapport à un des ou plusieurs des modèles pour augmenter sa valeur dans chaque modèle et équilibrer afin de retrouver la confiance. Donc il y a plusieurs choses. C'est d'identifier où ça pêche, où il y a une baisse significative, et de proposer des exercices et des solutions adaptées aux sportifs pour rééquilibrer tout ça. Donc par rapport au sondage que je vous ai fait sur le stage trail, on voit bien que là, ce qui ressort, c'est la gestion de ses émotions et comment gérer son énergie, le stress avant compétition. L'estime de soi, ça va être tout ce qui est le travail introspectif, sur ses raisons d'être, sur ses valeurs profondes, pour chercher cet alignement et cette connaissance de soi. La motivation, ça va être tout ce qui est sur la fixation des buts, des objectifs, de retrouver de l'énergie et l'envie, c'est avoir cultiver et entretenir ce feu intérieur, peu importe les aléas de la vie. La concentration, c'est un gros domaine qui peut se faire en amont, pendant et même projeté aussi sur le futur avec de l'imagerie mentale et de la visualisation et se concentrer sur l'aspect attentionnel aussi du sportif pour se focaliser sur ce qui est essentiel. Donc ça, c'est tout un travail aussi qui est passionnant avec des exercices à travailler. Et la communication, donc ça peut être vis-à-vis de son staff, comment optimiser les relations, comment exprimer ses émotions pour que ce soit bien perçu et qu'on améliore toute cette communication au sein de l'équipe. Et donc, une fois qu'on a tout ça, eh ben, on peut travailler sur cette confiance générale de l'athlète par rapport à son activité, son sport. Donc pourquoi certains trailers, maintenant on va rentrer vraiment dans le vif du sujet, pourquoi certains trailers surpassent-ils leurs limites tandis que d'autres abandonnent malgré un entraînement identique? Donc ça me passionne, c'est de comprendre vraiment qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait la différence alors qu'ils ont les mêmes capacités physiques. Eh ben, on sait que c'est le mental. Et on l'a bien vu dans le questionnaire, il y a plus de 75% qui ont répondu que le mental est déterminant dans leur performance sportive. Et donc, ces questions-là, ça a passionné aussi d'autres chercheurs, notamment le chercheur Guillaume Millet, qui a développé le modèle de la chasse d'eau. Donc là, on peut bien voir cette magnifique toilette. Donc, il faut s'imaginer une grande cuve. Dans cette grande cuve, en fait, c'est notre capacité à faire, poursuivre et maintenir un effort physique. Et il faut s'imaginer aussi de l'eau qui rentre dans cette cuve. Et l'eau, c'est tout ce qui est la fatigue. Tout ce qui est la fatigue, et on va voir qu'il y en a plusieurs. La fatigue centrale, périphérique et mentale. Et on a aussi un flotteur, le flotteur qui permet de dire attention, ça va déborder. Ce flotteur, c'est cette capacité à se dire, notre système nerveux, de se dire stop, j'arrête l'effort. Là, il y a trop d'eau, c'est mon flotteur qui m'indique, qui m'alerte et qui me fait mettre le clignotant. Et on a le dernier, comment on peut le dire, dernier ustensile, le dernier outil de modèle à la chasse d'eau, c'est la chasse d'eau, justement, pour évacuer toute l'eau. Donc, on verra par la suite. Donc, une fois qu'on a ces 4 domaines-là, la cuve, l'eau, le flotteur et la chasse d'eau, eh bien, on va détailler tout ce concept. Donc, la cuve, on ne peut pas la changer. Par contre, ce qu'on peut aménager, c'est les 3 autres domaines. Donc, l'eau qui rentre dans la cuve, c'est cette fatigue-là.
la fatigue, on va commencer par la fatigue centrale. La fatigue centrale, c'est tout ce qui est en lien avec le sommeil. Simple. Et ensuite, on a aussi la fatigue centrale avec la régulation de la chaleur. C'est pour ça que, par exemple, lorsqu'on fait un trail sous une canicule, eh ben, on a beaucoup plus d'eau qui s'accumule dans notre cuve. C'est la fatigue centrale. Et si on a un mauvais sommeil de qualité, bah, c'est ce qu'on appelle la fatigue chronique. Et c'est-à-dire qu'on aura toujours de l'eau dans notre cuve parce que la qualité et la quantité de notre sommeil n'est pas optimisée. Et donc, du coup, on n'a pas une cuve non plus optimisée et on part déjà avec une fatigue. Deuxième fatigue, on a la fatigue périphérique. Périphérique, c'est la fatigue musculaire. C'est par exemple lors de nos entraînements, eh bien, quand on va justement taper dans les fibres musculaires, on va casser de la fibre, et ben ça, c'est de la fatigue. Et ça accumule, donc dans notre cuve, ça accumule. Et s'il n'y a pas cette phase de récupération, et ben on est toujours rempli de notre cuve et on a toujours cette fatigue périphérique. Et justement, si on axe trop dessus, et ben il y a ces petits signaux que notre corps nous envoie, ces fameuses douleurs musculaires, que ce soit au niveau des quadrilles, que ce soit en dessous de la voûte plantaire, lors d'un long trail, qui nous envoie des petits messages. Hop, hop, hop. Là, il faudrait peut-être que tu penses à ralentir ou t'arrêter parce que l'eau qui s'accumule sur la fatigue périphérique, la fatigue musculaire, ça commence à alerter le flotteur. Et on a la dernière fatigue qui est de plus en plus répandue et développée, c'est cette fatigue mentale, donc celle qui est associée au surentraînement, de tout simplement faire trop vite, trop fort, trop d'un coup. Et bien, ça accumule trop d'eau dans notre cuve et ça amène souvent à la blessure, au surentraînement, au burn-out, s'il faut, dans d'autres domaines également autres que sportifs. Et, euh, et donc cette fatigue-là, effectivement, si on la régule pas, eh bien, on peut partir, par exemple, la veille d'une course avec déjà une cuve remplie. Et c'est pour ça que souvent, on fait des semaines d'affûtage pour réduire cette fatigue musculaire, pour pouvoir partir avec la cuve la moins remplie possible. Donc, une fois qu'on sait ça, maintenant, c'est de se dire, OK, là, je sais que pour partir dans les meilleures conditions, il faut que ma cuve soit le moins remplie possible. Eh bien, il y a plusieurs maintenant facteurs, leviers sur lesquels on peut s'axer. C'est sur rehausser le niveau du flotteur pour poursuivre un effort plus longtemps et actionner la chasse d'eau. Donc, rehausser le niveau du flotteur, il y a des méthodes toutes simples qui ont été prouvées scientifiquement pour poursuivre un effort lorsqu'on est dans le dur, dans l'épreuve, par exemple, d'un ultra-trail. Eh bien, on peut axer sur trois choses, trois tips. Donc déjà, c'est le sourire. Sourire, ça permet, me demandez pas pourquoi, mais il y a une cascade de chimie qui se passe dans le corps qui permet de réduire cette charge de la pénibilité de l'effort et poursuivre son effort un petit peu plus longtemps. Donc, petit tips, dès que je croise par exemple un bénévole lors d'une course, un petit sourire, une petite parole de gratitude, et hop, on est reparti pour un petit kilomètre de plus. On a aussi la musique. La musique, ça a été prouvé scientifiquement, celle qui peut vous énergiser, celle qui peut vous mettre en colère, mais pouvoir l'exploiter, cette colère, pour vous motiver, qui a été prouvé qu'on pouvait justement écouter de la musique pour prolonger son effort. Et on a aussi, là où on l'utilise beaucoup en préparation mentale, c'est le discours interne. Ce que tu te dis, la petite voix qui est dans ta tête lors de l'effort, eh bien, va pouvoir t'amener à rehausser le flotteur de ta cuve pour pouvoir continuer malgré toute cette fatigue. Et ça va se passer par des pensées dynamisantes, des pensées positives, avec des croyances constructives. Et ça se travaille tout en amont de l'épreuve parce que c'est pas le jour J que tu vas travailler tout ça. Il faut vraiment l'optimiser en amont pour l'encoder, pour le répéter, pour l'intégrer, pour que ça soit plus naturel et plus fluide lors de l'épreuve. Et enfin, on a la chasse d'eau. La chasse d'eau pour évacuer le maximum d'eau de notre cuve. Et ça va être effectivement des techniques de préparation mentale
sur la gestion de son énergie, sur l'émotion, avec des techniques de relaxation, de récupération. Donc ça va être aussi le sommeil. Un sommeil de qualité va pouvoir permettre d'évacuer, les techniques de méditation, de respiration pour pouvoir redescendre son niveau d'anxiété, parce que la fatigue mentale, c'est aussi tout ce qui est anxiété, le stress de pré-compétition, qui même avant une compète, t'as beau avoir très peu de fatigue musculaire ou avoir un sommeil optimal, si ta fatigue mentale de l'anxiété de pré-compétition, elle est surabondante, et ben tu pars quand même avec une cuve pleine. Et donc du coup, c'est sûr que ça impacte significativement ta performance. Donc ça, c'est prouvé que justement, euh, le mental, la fatigue mentale, impacte directement ta performance physique. Et il y a un autre chercheur qui s'est attardé sur comment optimiser justement l'effort d'endurance par rapport à la fatigue. Et ben, il a intégré cette notion de charge affective. Et donc, de mettre au cœur de notre effort la notion de plaisir. Il faut savoir que le plaisir, en fait, c'est déclenché par des hormones qu'il y a dans notre corps, par l'hormone de la dopamine. Et c'est un petit shoot qu'on peut avoir pour pouvoir aller vers nos objectifs, aller vers ce qu'on désire. Et donc, du coup, si on met au cœur, c'est pour ça que là, j'ai pris la photo de Courtney, si on met au cœur cette notion de plaisir de courir, et même ce plaisir un peu malsain qu'on a tous dans la douleur, et de voir cette perception-là, va permettre d'optimiser encore cet effort dans la durée. Parce qu'effectivement, c'est vraiment tout ce qui se passe dans notre tête. Parce que je vais vous prendre l'exemple de deux sportifs, par exemple, qui ressentent le même stress physiologique avant une compétition. Donc, il faut savoir que le stress, c'est des marqueurs physiologiques, par exemple, qui peuvent être le cœur qui bat beaucoup plus vite, les jambes qui tremblotent, les mains moites, le, le, le souffle qui s'accélère. Eh bien, effectivement, tu as l'exemple d'une sportive ou d'un sportif qui est là et qui ressent ce stress-là et qui dit bah, je stresse, donc du coup, je vais pas être bon. Croyance. Le stress égale mauvais. En revanche, il y a le deuxième sportif qui se dit ok, donc là, mon corps, en fait, il m'envoie tous ces signaux-là pour me préparer à l'action afin d'être performant et d'être concentré. Là, il m'envoie encore plus d'oxygène dans le sang, c'est pour ça que j'ai les jambes qui tremblent, j'ai le cœur qui palpite parce qu'il envoie encore plus de sang et d'oxygène dans tout le reste de mes muscles pour être prêt à l'action. À votre avis, sur les, sur les deux sportifs, lequel va plus performer? Donc en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que euh, la tension interne qu'on ressent, c'est sa réalité par rapport aux attentes qu'on vise. Et j'ai fait une vidéo là-dessus sur le cocktail du stress. Il y a deux choses sur le cocktail du stress. C'est la perception de l'importance de l'événement et la perception de l'incertitude de l'événement. C'est pour ça que quand on arrive souvent à la fin d'un match de foot ou que les scores sont serrés, et ben là, c'est là où on voit le mental qui fait vraiment la différence. Parce que effectivement, tout le monde accorde de l'importance par rapport à l'enjeu et par rapport à l'incertitude du résultat. Et j'aimerais bien revenir sur le mot que j'ai utilisé, c'est la perception. Encore une fois, tout est une question de perception. L'événement en tant que tel, faire la compétition, faire son ultra trail, est neutre. C'est la perception qu'on lui donne qui va engendrer justement ces réactions. Et c'est les pensées qui déterminent ensuite euh, nos émotions. Les émotions déterminent des réactions physiologiques et ensuite nos comportements, nos actions qui impactent positivement ou négativement la performance. Donc si effectivement par rapport au facteur de stress, j'ai la perception positive que j'ai travaillé en amont avec un préparateur mental, que ça peut être productif pour ma performance, et ben directement, je ne suis pas dans les mêmes conditions, je n'ai pas accumulé de fatigue mentale et d'anxiété, parce que l'anxiété, c'est une émotion par rapport justement à ces pensées. Et une fois que j'ai ces pensées négatives, ça impacte tout le reste. Donc vraiment axé sur la perception qu'on a par rapport à l'événement, par rapport à soi également.
Ça, le concept, vraiment, il est très important. C'est de revenir, de se recentrer sur soi, d'écouter vraiment ce murmure intérieur, au-delà du brouhaha extérieur, de chercher à se comparer, parce que souvent on a cette peur, la peur de l'échec, la peur du jugement des autres, la peur de rater. Ça amène justement de l'anxiété. Mais si on se recentre sur soi et qu'on équilibre cette perception qu'on a de ses habilités sur l'événement, on peut réduire cette fatigue mentale. Et ça, c'est tout un travail. Ça se fait pas du jour au lendemain, ça se fait pas la veille pour le lendemain. Et en tout cas, c'est passionnant et ça se fait justement en entretien avec aussi des exercices et des répétitions, tout un travail d'introspection. Mais voilà, là je digresse. En tout cas, retenez bien le modèle de la chasse d'eau avec les différents types de fatigue, le flotteur qu'on peut réajuster et la chasse d'eau pour pouvoir partir en compétition avec la cuve la plus vite possible pour être performant et de prendre conscience. Tiens, pour qui déjà il y a une prise de conscience sur ah oui effectivement je comprends mieux maintenant la différence et comment optimiser mon mental pour euh, pour performer davantage lors des trails. Pour qui c'est plus clair? Ok, top. En tout cas, voilà, sachez maintenant que quand vous êtes dans le dur, vous penserez au modèle de la chasse d'eau et, et comment l'optimiser. Donc là, rapidement, j'aimerais bien revenir sur le dialogue intérieur parce que j'ai commencé à en parler, mais c'est de passer euh, du contrôle à l'acceptation. Le contrôle, c'est pas forcément néfaste, mais c'est le fameux il faut, je dois. Il faut, je dois faire ceci parce que un tel a fait cela. Euh, je ressens du stress, il faut absolument que je régule mes émotions. Ou plutôt, maintenant, passer vers de l'acceptation et de se dire, ok, je ressens ça, j'ai telle émotion, et c'est ok. Imaginez justement être comme de l'eau, être souple, être modulable, adaptable, peu importe les événements, et revenir toujours au calme. Et il faut s'imaginer effectivement les émotions comme une balle, et si on essaye de les euh, refouler, qu'on essaye de vraiment les camoufler, les mettre à l'intérieur de l'eau, et ben à un moment donné, si on relâche, ça nous revient au visage. Et ben là, c'est pareil. L'acceptation, c'est accepter justement que la balle est là et de l'accepter telle qu'elle, de mettre de la conscience dessus. Et il y a deux termes qui sont très importants dans la préparation mentale, c'est la perception des choses et la conscience. Mettre de la conscience dessus, sur ses pensées, mettre de la conscience sur ses émotions, ça permet de mettre déjà de la distance et se dissocier de tout ce flux de pensées qui peuvent être négatives et de se dire, OK, c'est OK, je prends de la distance, je mets de la conscience dessus et c'est cet espace-là entre là, le stimulus, le déclencheur, qu'est-ce qui me procure cette émotion et ma réponse. Et si je mets de la conscience dessus, j'ai le pouvoir. J'ai cette maîtrise de soi. Donc, justement, hein, par rapport aux émotions, il y a tout un travail sur l'identification de ces émotions, la compréhension de ces émotions par rapport à ses besoins psychologiques, euh, la régulation ensuite, et l'expression et l'utilisation de ces émotions pour être au clair avec soi-même. Et donc oui, ce qui est intéressant dans la préparation mentale, c'est qu'il y a plein d'outils pour réguler ses émotions. Mais ça, c'est s'attarder sur les symptômes. Moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment travailler sur la cause. Qu'est-ce qui a procuré ça? Et donc, d'identifier d'abord ces émotions pour mettre de la clarté dessus et de la conscience pour ensuite pouvoir les réguler. Donc voilà, par rapport au dialogue intérieur, c'est pas des choses simples, ça se travaille justement avec des techniques de méditation en pleine conscience. Le terme pleine conscience, en fait, c'est de mettre de la conscience, d'être pleinement présent sur un objet intentionnel, sans jugement. Donc souvent, ça va être sur la respiration, ou ça va être sur des bruits, des sons extérieurs, pour pouvoir
se concentrer uniquement sur une chose et revenir sur cette capacité attentionnelle. Et de ne pas se juger si on voit justement des pensées arriver et de se dire que c'est OK et de revenir se reconcentrer. Il y a 3 étapes dans la méditation. Il y a la lucidité, donc de prendre conscience que j'ai eu des pensées. Il y a la reconcentration, donc on va revenir sur son objet intentionnel, sur sa respiration, et l'acceptation. C'est pas simple, c'est de se dire: «OK, bon, bah, là, j'ai eu ces ruminations-là, là, j'ai eu ces pensées-là, c'est complètement OK, je me reconcentre sur moi-même, sur ma respiration». L'acceptation, c'est quelque chose qui qui n'a pas de fin. C'est vraiment la quête de la connaissance de soi pour atteindre cette maîtrise, cette conscience de soi. Et voilà, je sais que je suis encore un petit joueur et que j'en apprends tous les jours sur moi-même. Et en tout cas, sachez qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée dans la quête de la connaissance de soi et que c'est vraiment le processus qui est important et de se recentrer sur soi pour apprendre à mieux se connaître, pour mieux se réveiller et cultiver ce feu intérieur. Donc voilà, par rapport maintenant à vos suggestions, on a eu cette première phrase question, l'écoute de son corps après 50 ans. Euh, Ce qui est déjà important, et je l'ai mentionné avant, c'est peu importe l'âge déjà, il faut savoir que souvent on a cette croyance, ah bah je suis vieux, donc du coup je peux plus faire ça, etc. Là on est en code d'une croyance. Mais si je vous dis que chaque année c'est le meilleur âge, déjà c'est une autre perception des choses. Chaque année, ou sinon bah, la question, quel est l'avantage d'avoir 50 ans par rapport à un jeune de 20 ans? Et de trouver différents types d'avantages. Bah, franchement, moi, il y en a qui m'inspirent, qui ont la cinquantaine, et en plus, ils ont beaucoup plus d'expérience de vie, ils ont beaucoup plus de temps avec eux pour apprendre à mieux se connaître. Donc, déjà, c'est des avantages qu'on peut mettre en avant. Le fait d'écouter son corps, on en revient à cet alignement tête, cœur, corps. On est sur se recentrer sur soi, au lieu d'écouter les distractions extérieures et s'accepter. Donc ça va être vraiment l'écoute du murmure intérieur avec la connaissance de soi, avec ses valeurs. Qu'est-ce qui est réellement important pour toi? Qu'est-ce qui compte? Quelles actions tu peux mettre en place maintenant pour avoir cet alignement-là, pour mieux t'écouter? Quand tu te sens fatigué musculairement et que tu as de l'eau dans ta cuve, est-ce que c'est complètement OK de pas aller t'entraîner pour pouvoir mieux te ressourcer et repartir par la suite? Quelles sont réellement tes convictions, tes motivations? Et donc vraiment tout ce travail d'écoute pour être au clair et peu importe son âge. Parce que chaque année, c'est le meilleur âge. Voilà, ensuite on a donné des clés pour aborder sereinement sa saison. Donc vous voyez venir, je vous dirais d'avoir le moins d'eau possible dans sa cuve. Non, plus sérieusement, bah, c'est effectivement de fixer des objectifs, déjà d'être au clair avec soi-même, avec tout ce travail d'introspection pour la pyramide de ces valeurs profondes. C'est un outil qu'on utilise en préparation mentale. Quels sont les piliers, tes raisons d'être, et quelles sont maintenant ensuite les actions que tu vas mettre en place pour nourrir euh, ces valeurs et te nourrir et te remplir de l'intérieur. Ensuite, après, ça va être justement tes différents objectifs sportifs et quelles actions tu vas mettre en place sur la préparation mentale pour être serein et arriver énergisé et peu importe le résultat, être fier de toi. Et enfin, un exemple de coaching, explique-nous comment tu fonctionnes, ton outil, etc. Faut savoir que dans la préparation mentale, il y a deux types. Il y a les entretiens, donc ça va être les séances en présentiel ou en visio, et les entraînements mentaux. Les entraînements, c'est les exercices que je vais donner à l'athlète qui va faire chez lui pour justement faire comme son entraînement physique pour la préparation mentale. Comment ça se passe? Eh bien, il y a le premier rendez-vous, je l'appelle le fast coaching, c'est justement les relations avec le sportif pour voir le feeling déjà dans un premier temps, montrer le cadre, comment ça va se dérouler, identifier ses besoins
et voir ses objectifs, mettre de la clarté dessus, pour pouvoir ensuite passer justement en fonction de l'accompagnement qu'il prend, voir ses objectifs et mettre en place des, euh, des méthodes et des outils sur les besoins spécifiques identifiés avec le différents modèles de performance mentale et y compris aller creuser vraiment sur ces problématiques du moment pour rééquilibrer ses perceptions afin de euh, redonner de la confiance à l'athlète et d'avoir cette estime de soi stable et haute pour performer au quotidien. Donc mon outil, c'est un outil que j'ai développé sur Notion. Pour ceux que ça intéresse, à la fin de ce diapo, il y a, euh, il y a ma page qu'on pourra faire qu'on pourra avoir avec le QR code pour justement, j'ai fait un tuto explicatif pour voir l'interface. C'est un interface vraiment de suivi mutualisé pour montrer tout ce qu'on a mis en place ainsi que le travail qui va être demandé avec toute une base d'outils de performance mentale sur les différents exercices que l'athlète peut faire en plus de nos séances et de l'entraînement que je le programme afin de parfaire sa connaissance de soi et enrichir son enseignement sur la préparation mentale. Donc ça, je pourrais vous le montrer également après, si vous avez plus de questions. Donc voilà, par rapport maintenant au sondage, bah, j'espère que tous ceux qui ont répondu au questionnaire ont pu, ne serait-ce que d'avancer d'un petit point dans la connaissance de la préparation mentale, que ça a pu amener de la clarté et des petits exercices pratico-pratiques pour être plus performants. Ceux qui veulent aller plus loin, justement, il y a un test d'habilité mentale, ça prend une quinzaine de minutes, c'est une centaine de questions pour justement après avoir un récapitulatif euh, de ces différentes habilités mentales sur lesquelles axer ou lesquelles s'appuyer. Et ça, pour ceux qui veulent, c'est ma page avec justement mon accompagnement. Ceux qui sont intéressés de voir comment fonctionne l'outil, ça peut justement être utile par la suite si vous voulez collaborer ensemble et avoir ce petit plus en termes de préparation mentale. En tout cas, je vous souhaite, je vous dis un grand merci pour d'avoir été présent sur justement votre temps d'attention et votre temps de disponibilité. Sachez que j'ai essayé de donner la meilleure version de moi-même, de vous attirer votre attention en apportant de la nouveauté et de l'utilité. Et donc du coup, bah, nous on se dit jamais parfait, toujours meilleur. Merci.